tout ce qui est web hosting, tout ce qui est serveur dédié, on en fait toujours, mais par contre, ça représente maintenant une partie infime, tout ce qui est web hosting de nos, de ce qu'on fait. Aujourd'hui, on est quand même 2500 dans 12 pays. On fabrique des centaines de milliers de serveurs. On est présent dans le monde entier avec des data centers en Europe, mais aussi en Asie et maintenant aux USA et au Canada. Et on a bien sûr un public cloud que vous connaissez chez les autres. Si je vous dis Amazon AWS ou si je vous dis Google Cloud ou Azure, ce sont des clouds publics, c'est-à-dire que vous partagez les ressources avec d'autres. Et on a le nôtre depuis 5-6 ans, basé sur de l'open source. Alors, Morgane, je crois qu'il va falloir muter les gens, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas mutés. Si c'est possible, merci. Voilà. Et pourquoi on a choisi ça? Parce qu'on se voit vraiment comme une alternative des autres cloud providers, dans le sens où on n'est pas là pour juste dupliquer, mais on veut proposer quelque chose d'un peu différent déjà dans les valeurs qui sont assez proches de celles de l'Europe, qui sont celles déjà basées tout sur de l'open source. Tout ce qu'on fait, on essaie de l'open sourcer le plus possible et d'aider des projets comme Jupyter, comme Binder, etc., qui sont proches de l'AI et de l'open source, ou Hugging Face, qu'on verra. Et ça nous tient vraiment à cœur. Donc pour l'AI, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que vous connaissez, si vous êtes là, un peu le concept, c'est que vous arrivez avec une idée, vous dites tiens, je dois faire de l'intelligence artificielle ou du machine learning, ça va nécessiter beaucoup de données à stocker. Ça va nécessiter de cleaner les données, de les processer pour en tirer quelque chose d'utilisable. Voilà. Et ensuite, vous allez avoir besoin d'outils pour travailler. Souvent, ce qu'on appelle des notebooks, on va en voir en live. Ensuite, de la puissance, donc des CPU ou des cartes graphiques, des GPU pour faire des entraînements. Et à la fin, quand vous avez un modèle qui est quelque chose qui fonctionne, par exemple un chatbot, quelque chose pour analyser la fraude, tout ça, le mettre en production. Et bien tout ça, maintenant, on l'a. Donc, si vous connaissez Amazon SageMaker ou Google Cloud avec AI Platform ou ce genre de choses, et bien maintenant, vous avez une alternative chez nous qu'on va voir en live, qui se fait par espace client ou par ligne de commande. Voilà, c'était pour la petite intro sur ce qu'on fait. Ce n'était pas le but de la réunion aujourd'hui. Donc, on va partir maintenant sur ce meetup sur le premier cas d'usage qui est NLP avec Hugging Face. Pourquoi Hugging Face? Parce que déjà, on adore ce qu'ils font. Voilà, c'est une société, mais à la fois une communauté aussi. Et c'est la plus populaire, en fait, dans le monde, on va dire, de l'AI et du NLP, donc le Natural Language Processing, fondé par des Français, maintenant également présents à New York en 2016. Grosse levée de fonds dans tous les sens. Et aujourd'hui, en fait, ils ont fabriqué beaucoup on va dire, d'outils qui nous permettent d'utiliser et d'entraîner des modèles de NLP. On verra ce que c'est juste après. Et c'est tellement communautaire que chaque personne qui fabrique un modèle a la capacité de le proposer à d'autres. Et aujourd'hui, ils ont plus de 9600 modèles sur leur hub de modèles de NLP, qui également, on va voir juste après. Donc, c'est quoi le NLP? Si vous êtes là pour ça, c'est un petit rappel. C'est très on va dire, rapide parce que j'ai que 15 minutes. Mais le NLP, c'est vraiment, si on prend une définition dictionnaire, c'est vraiment voilà, c'est la manipulation du langage naturel, que ce soit le texte, mais aussi la parole, donc tout ce qui est audio également, avec du software. Voilà, c'est une partie de l'intelligence artificielle qu'on peut décomposer en 3 phases. La première phase, c'est de comprendre en fait ce qui se passe. Si par exemple, on va dire hello en espagnol, il faut comprendre avec ce qu'on appelle Natural Language Understanding ce que ça veut dire. Ensuite, en fonction de ce qui est en entrée, souvent on attend une réponse. Et cette réponse peut être apportée avec un modèle de NLP, mais ce modèle, bien sûr, il faut le déterminer, il faut le créer, et donc ça va nécessiter de la puissance et du machine learning. Et enfin, bien sûr, il y a une réponse à apporter, donc c'est quelque chose qui doit être apporté de manière lisible par un humain. Donc si par exemple on prend quelque chose comme le plus connu de NLP, et je pense que c'est la traduction, si je dis hello en anglais et que je veux l'avoir en espagnol, et pour avoir en sortie hola, on va utiliser du NLP, un modèle de traduction à l'intérieur, et pour ça, du coup, Hugging Face simplifie la chose parce qu'ils nous fournissent tous les outils pour avoir ce genre de modèle sur étagère. Donc, vous pouvez aller sur leur site, c'est huggingface.co. J'ai fait une petite vidéo de leur site ici. Sur leur site, vous avez une rubrique tout en haut, modèles. Vous pouvez voir tous les modèles, dataset, pricing, parce qu'ils ont également des offres qui, si vous voulez les utiliser en mode hosté chez eux. Et quand vous allez sur modèle, en fait, vous allez avoir leur catalogue complet qui est fait par leur communauté. Des gens comme vous peuvent rajouter des modèles, rangés par catégorie. Et ensuite, sur n'importe quel modèle que vous cliquez, donc par exemple celui qui s'appelle BERT ici, vous allez pouvoir le tester directement à droite, comprendre ce que c'est, voir les fichiers. Et là, c'est ce qu'on appelle du mass filling, c'est-à-dire qu'on a une phrase avec un texte à trous, le masque, et on clique sur Donne-moi une réponse. Et en fonction de ce qu'il a appris avant, avec les données qu'on lui a mis en entrée, il va te proposer des solutions. Comme le goal de la vie, c'est survival. Si vous n'êtes pas d'accord avec la réponse, c'est peut-être normal, c'est parce que ça nécessite d'être réentraîné avec des données qui soient un peu plus
on va dire un peu moins générique, mais c'est le principe. Ça fournit un catalogue de modèles pré-entraînés sur étagère, ce qui fait qu'on peut directement comprendre si le modèle nous intéresse. Je peux tester avec un autre exemple ici, comme par exemple, ce meetup est tellement génial que je vais le montrer à ma mère. Si on me dit ça, ça va m'être important. Et ça met à chaque fois une probabilité. Donc Hugging Face, c'est quoi? C'est la capacité à trouver plein de modèles sur étagère, mais c'est pas que ça. En fait, ils ont simplifié déjà le fait de trouver des modèles, mais aussi de faire ce qu'on appelle des pipelines. Les pipelines, c'est quoi? C'est la capacité à prendre un modèle et à l'utiliser en fait pour l'entraînement, pour ce qu'on appelle la tokenisation, c'est-à-dire le découper chaque fois, par exemple, une phrase de texte en petits morceaux, et ensuite faire de l'inférence, c'est-à-dire l'utiliser et avoir des résultats. Ce qui fait que c'est hyper simple. Donc si on prend le code sample qui est là-haut, c'est du Python avec une seule ligne de code qui s'appelle From Transformers Import Pipeline. Transformers, c'est on va dire la librairie, la dépendance phare de Hugging Face. Je crée en fait ce qu'on appelle une pipeline juste derrière qui s'appelle Sentiment Analysis. Ce mot, je ne l'ai pas trouvé au hasard, c'est un modèle qui s'appelle Sentiment Analysis dans leur catalogue. Et si j'utilise en fait cette pipeline qui s'appelle Sentiment Pipeline avec à l'intérieur une phrase, ça va directement aller chercher le modèle et me donner la réponse. Dans le cas d'analyse de sentiments, si vous ne connaissez pas ce cas d'usage, ça donne un score entre 0 et 1. 0, ça veut dire que c'est un score négatif, ça veut dire que la phrase a un sentiment négatif, et si c'est plus proche de 1, c'est un score positif. C'est super utile, par exemple, quand on veut monitorer sa marque, sa brand reputation, comme on dit, avec tous les tweets avec des hashtags, par exemple, ou sur un site e-commerce, quand vous avez des commentaires sur des produits, on peut mettre des étoiles, mais on peut aussi analyser le texte exact en disant, tiens, le client a dit que c'était top, etc. Pareil sur YouTube pour faire pour analyser les commentaires haineux. À chaque fois qu'ils vont analyser les sentiments, ils peuvent dire, tiens, celui-là est haineux parce que j'ai vu des mots-clés, et du coup, directement les dégager. Donc, c'est très utile, également pour la privation des emails. Et là, avec Hugging Face, je vous montrerai en démo tout à l'heure, on peut le faire en 2 lignes de code. Deuxième use case, c'est ce qu'on appelle du question answering. Pareil, avec Hugging Face, c'est très simple. J'importe la librairie. Je crée une phrase de contexte. Là, le contexte, c'est une phrase qui me dit que Michael Jackson est né en telle date et qu'il était américain. Je crée une pipeline, je pose des questions sur ce contexte. À chaque fois, c'est la question et le contexte qu'on propose, et ça va sortir des réponses. L'exemple le plus connu de cas d'usage pour ça, c'est quand vous allez sur Amazon.fr pour acheter des produits. Vous avez souvent en fait des questions posées par des clients, mais vous avez aussi souvent des réponses. Les réponses sont soit apportées par les clients eux-mêmes, soit en fait des robots, en fait, de l'AI derrière, comme celle de Hugging Face, sont utilisés pour apporter des réponses en allant lire la documentation tout seul. Voilà, donc il y a d'autres exemples très simples. Maintenant, ils sont en train de le mettre, je crois, sur Wikipédia. En fait, vous allez taper en haut d'une page Wikipédia quand vous, au lieu de tout regarder, vous allez dire c'est quoi par exemple champion de Formule 1 l'année dernière, et pas vous allez avoir le résultat plutôt que de lire la page entière. Il y a plein d'exemples, les plus connus sont Amazon, les autres c'est les assistants vocaux comme Alexa. Donc ça c'est pareil, c'est un use case très simple à réaliser avec Hugging Face. On peut en faire d'autres, et ce qui est cool avec Hugging Face, c'est qu'on peut les tester en live. Donc là j'ai mis 2 endroits pour tester leurs outils. Le premier c'est la génération de texte aléatoire. Vous commencez un texte et ça va l'écrire pour vous. Et le deuxième, c'est pour détecter des fakes. En fait, vous écrivez quelque chose et en fonction de ce qui est écrit, on va détecter si c'est ce qu'on appelle une fake news, ou un fake text ou un texte réel. C'est de plus en plus utilisé justement par les moteurs de recherche, ce genre de choses, pour faire la guerre à tout ce qui est faux contenu. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des questions parce que je ne les vois plus depuis que je me suis mis en mode plein écran. Donc en tout cas, s'il y en a, dites-le moi, Maël, dis-le-moi, sinon je passe à la Pour démo. l'instant, non, il y en a pas. C'est que ça doit être super clair. Ok. Ah, il y a juste, non, est-ce que des gens peuvent quand même confirmer dans le chat que, enfin, vous voyez les slides de Bastien, parce que je vois qu'il y a quand même une question à ce propos-là. Mais je Ouais. suppose qu'il y aurait peut-être eu Bon. plus de monde à ce. Ouais. Oui, Tout le monde voit. on répond que oui, donc Cool. Parfait. c'est bon. Donc là, plutôt que de parler avec des slides, je vais présenter ça dans l'espace client de VH Cloud. On a plusieurs univers, encore une fois, on fait des serveurs dédiés, on fait du cloud privé. Là, je suis dans le public cloud, c'est pour ça que c'est marqué là-haut. Ça marche comme la concurrence, on crée un projet, on met un moyen de paiement dans ce projet, ensuite j'ai un catalogue de choses qui peuvent être démarrées. Compute, c'est tout ce qui est machine virtuelle, ce genre de choses. Stockage, on peut en démarrer, stockage bloc, stockage objet, si vous connaissez Amazon S3, ce genre de choses également. Du réseau, des conteneurs type Kubernetes, etc. Et de notre côté, ce qui nous intéresse aujourd'hui, j'ai perdu ma souris, désolé. Hop. Voilà, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ça va être de lancer en fait des notebooks pour réaliser ce que je viens d'expliquer. Donc, ça s'appelle AI Training,
on est en train, niveau ergonomie, etc., on a eu des retours pendant nos premières phases. On va splitter, juste pour que vous le sachiez, iTraining en 2. Ça va s'appeler maintenant iNotebooks et iTraining pour mettre les notebooks à part. Mais l'idée reste la même, c'est qu'on peut en fait démarrer très facilement, en fait en 3 clics ou en une ligne de commande, un environnement de développement, je vais vous le montrer en live, avec vos données et avec de la puissance, donc des CPU ou des GPU, très facilement. Première chose à faire, c'est de dire où est-ce que je veux lancer ce notebook. Pour l'instant, on est au Canada et on est en France, on sera bientôt en Pologne, en UK, ou ce genre de choses. Ensuite, on choisit un environnement de développement. Donc, on a des très connus, hein, je pense que vous voyez très bien de quoi je parle. MXNet, FastAI, PyTorch, TensorFlow, tout ça, c'est des choses que vous connaissez. Et à chaque fois que vous allez lancer ça, vous allez avoir ce qu'on appelle un notebook, ce qui vous permet de live coder en Python dans notre cas, et avec tout ce qui est installé au niveau librairie d'AI pour aller plus vite. C'est-à-dire que vous n'avez pas vous-même à aller faire le pip install, machin truc, qui va vous simplifier la vie. Et là où c'est important, c'est que généralement, en fait, c'est pas mon cas dans l'exemple, mais vous allez avoir des données, vos propres données. Vous dites: «Tiens, mais comment je fais pour travailler facilement dans mes données qui sont sur mon ordinateur?» Ce genre de choses. On a simplifié cette étape. Je vais pas la présenter parce qu'on n'a pas le temps, mais en fait, je peux attacher des données très facilement ici, comme si c'était des disques et ça va être monté comme des volumes directement dans mon notebook. Donc là, je peux rajouter des commandes supplémentaires et là, ici, choisir la puissance que je veux. Je vais prendre un GPU, c'est suffisant pour ce que je veux faire. Ça me coûtera 1,75 € de l'heure. Pour la petite histoire, ce sont des NVIDIA, si ça parle à des gens, Tesla V100S, donc c'est 32 gigas de mémoire. Et si j'avais voulu le lancer en ligne de commande, j'aurais juste eu à taper cette même commande dans la ligne de commande. Je lance, en espérant qu'il n'y ait pas d'effet démo, effet Bonaldi pour les plus anciens d'entre nous qui connaissent, on va bien voir. Voilà, le job est créé. Il est ici, il est en statut qu'on appelle pending, ça veut dire qu'il est en train de démarrer. Voilà, il a été lancé, enfin demandé à 18h52 et 35 secondes, et à 41 secondes, le job est disponible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, si je clique sur accès, j'ai accès à mon notebook, c'est-à-dire je me connecte, et là, j'ai accès à Jupyter Lab ou Visual Studio Code pour ceux qui préfèrent VS Code, où je vais pouvoir coder directement. Je peux coder en Python et j'ai accès à mes GPU et à mes data. Donc là, je l'ai déjà fait en fait juste avant, je l'ai lancé. Donc là, je suis sur un notebook que j'ai lancé juste avant. Et j'ai créé un notebook justement de la même manière et j'ai mis dedans un peu de code Hugging Face pour vous montrer en live. La première chose à faire, j'ai pris un notebook vierge, c'était de mettre les librairies Transformers que j'ai montrées, qui sont le code Hugging Face. C'est déjà fait. Ensuite, c'est d'importer les fonctions de pipeline. Et après, je vais peut-être zoomer un petit peu s'il y en a qui ne voient pas bien mon écran. Des fois, il y en a qui ont des petits ordinateurs. Première chose à faire, c'est une démo d'analyse de sentiments. Donc ici, j'ai créé une pipeline avec le sentiment analysis et je vais mettre une phrase super temps, enfin super météo à Lille. Si je lance l'opération, je clique juste sur le play ici, qui va en fait exécuter mon code en live, c'est-à-dire que mon code est poussé sur les GPU en live, et je vois que j'ai un score ici de probabilité de 99% de chances que ça soit positif. Si je mets une phrase ici un peu positive, un peu négative, donc normalement neutre, le résultat, par contre, il me considère qu'il est totalement négatif. Les résultats peuvent être meilleurs. C'est pour ça qu'en fait, des produits comme Hugging Face, mais ce ne sont pas les seuls, en fait, généralement, tous les modèles d'AI que vous allez trouver dans le monde, ce sera pareil avec LA et la computer vision, ils sont au démarrage pseudo-intelligents dans le sens où ils ont été entraînés sur des données. Si ces données de départ, en fait, sont biaisées, vous allez tout foutre en l'air. Donc c'est là où ça devient intéressant d'avoir de la puissance et de la flexibilité, donc beaucoup de GPU, ce genre de choses, pour réentraîner ce modèle avec vos propres données pour avoir quelque chose qui correspond à votre cas d'usage. Typiquement, si nous on fait un chatbot chez OVH Cloud, on va devoir l'entraîner sur les tickets du support de nos clients pour comprendre la logique, qu'est-ce qu'un VPS, qu'est-ce qu'une machine virtuelle, ce genre de choses. Et si quelqu'un, typiquement Auchan, veut faire un chatbot pour son site, ils ne vont pas du tout avoir le même besoin d'apprentissage pour leur chatbot. Donc ça, c'est les phases qu'on appelle le fine-tuning, et je vais vous montrer juste derrière à quoi ça ressemble. Une autre démo de ce qu'on peut faire avec Hugging Face, c'est ce qu'on appelle de la classification. C'est quand on va avoir une phrase et qu'on va pouvoir la morceler en petits blocs, et à chaque fois, ces mots qui sont à l'intérieur, enfin ces objets, vont être déterminés, comme par exemple Lille, on voit que c'est une organisation, et Martine, c'est une personne, donc il a morcelé ça en deux parties, Martin et plus le E à la fin, parce que Martin est à la base une personne. C'est très utile quand vous voulez classifier des emails, par exemple, les router à tel endroit ou à tel autre. Enfin, il y a plein également de cas d'usage sur la classification. Et là, vous pouvez le faire voilà, en 2 lignes de code assez facilement. Troisième démo, question answering. Je vous l'ai montré tout à l'heure avec Michael Jackson. Ici, c'est un peu pareil. Voilà, on a besoin de créer une pipeline qui s'appelle question answering.
on met la question et on met la phrase de contexte en dessous. Là, ma question, c'était pourquoi on partage du savoir? Et ma phrase en dessous, c'était on partage du savoir parce que c'est bien pour la société, parce que ça nous permet de grandir et de capitaliser. Et on voit qu'en fait, ça m'a donné un score. Lui, là, il est moyen confiant sur sa réponse. Il n'est pas sûr que ça soit vraiment ça. Il a 18% de confiance. Il me dit que ça commence à la 46e lettre et que ça finit à la 103e lettre et que c'est cette réponse-là. Voilà, donc ça, c'est encore un exemple. Et ce qui est drôle, enfin pour terminer, ce sera le dernier exemple, c'est ce qu'on appelle la génération de texte. Pouf, j'ai mis une début de phrase. Aujourd'hui, c'est un beau jour, mais... Et là, on va voir ce qui va nous sortir. Ça dépend totalement de ce qu'il a appris. En fait, de souvenir, on lui a mis des livres. C'est comme ça que fonctionne l'entraînement initial de ce qu'a fait Hugging Face. Donc là, il est en train de chercher. Voilà. Donc là, c'est des choses potentiellement incompréhensibles, potentiellement bizarres. Voilà. Donc c'est I see women all over the world, they are beautiful. C'est pas bête, c'est pas faux, mais c'est des choses totalement générées aléatoirement. La génération de texte, on dit, mais du coup, à quoi ça sert si c'est aléatoire? Typiquement, c'est très utile pour tous ceux qui font du SEO, qui vont vouloir démarrer des choses. C'est pas forcément utile tout le temps, mais c'est assez utile pour générer, par exemple, des descriptions de produits assez simples aussi. Vous avez plein de produits avec des descriptions, vous avez des text summarization et text generation qui peuvent vous aider à dire, OK, plutôt que de ne pas mettre de description de produit parce qu'il n'y a pas un humain qui l'a fait derrière, je vais aller voir la doc entière et je vais en faire un résumé et ensuite générer d'autres choses avec. Voilà, donc c'est des cas d'usage assez simples que vous pouvez faire assez facilement. Vous allez sur le site de Hugging Face, vous allez avoir plein de modèles ici. Vous choisissez celui que vous voulez. On vous explique à chaque fois comment le lancer. Il y a un petit truc ici, Use in Transformer. Hop, il vous explique comment le lancer facilement. Voilà, en 3 lignes de code, comment l'utiliser. C'est hyper simple. Et là, ce que je vais vous montrer, parce que c'est pas fini, c'est que Hugging Face, c'est très bien pour une deuxième chose, c'est que ça fournit, je vous disais, il faut les entraîner avec des données qui sont meilleures. Et ben, ils sont sympas parce qu'ils ont créé ce qu'on va dire un répertoire de datasets, donc de jeux de données totalement clean, totalement propre. Il y en a beaucoup en anglais, mais il commence à y en avoir en français. Ça reste encore entre guillemets du générique. C'est par exemple tous les commentaires sur Allociné, toutes les recettes de cuisine sur tel site, mais aussi toutes les réponses à des examens, ce genre de choses. Ça va vous permettre déjà de vous améliorer. Et ils ont du coup des outils pour jouer avec ces datasets. Là, par exemple, je vais faire ce qu'on appelle du fine-tuning sur de la traduction. J'ai envie d'avoir un modèle de traduction qui traduit du roumain à l'anglais. C'est pas moi qui ai fait cet exemple, c'est dans la documentation Hugging Face. Voilà, avec le temps imparti, j'ai pas la possibilité de faire trop de custom, mais je peux loader un dataset. En fait, c'est ce que j'ai fait ici. Le dataset s'appelle WMT16. Voilà, c'est comme ça. Si je regarde ce qu'il y a dans le dataset, on voit que par défaut, il est divisé en 3 parties. Un dataset, c'est des données. Et là, je vois que j'ai la plus grosse partie, c'est pour s'entraîner. On voit qu'il y a 610 000 lignes de texte. Ensuite, il y a des données de validation pour vérifier justement s'il a bien traduit ou pas ces phrases. J'en ai 2000 à peu près. Et ensuite, pour tester la traduction, pareil, j'en ai 2000. Si on cherche une phrase au hasard, on tape dans le dataset et dans la sous-rubrique qu'on souhaite, comme par exemple la sous-rubrique train au démarrage, on voit qu'il a une phrase en anglais, voilà, et une phrase en dessous en roumain. Donc ça, c'est un dataset rempli de 610 000 phrases comme ça, et on va pouvoir justement entraîner ce modèle en live sur de la puissance. Voilà, j'ai raté une partie. Où est-ce que j'ai pas fait ça? J'ai pas déterminé mon checkpoint de modèle. Hop. Alors, j'ai raté un truc. Où est-ce que j'ai raté quelque chose? Je ne sais plus. De toute façon, je ne vais pas avoir le temps de vous montrer tout ça. J'ai raté cet effet démo. Ce qui va se passer à la fin, c'est qu'en fait, on va tokeniser la data. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va devoir la transformer pour qu'elle rentre dans le modèle. Et ensuite, Hugging Face propose très facilement d'importer des fonctions d'entraînement. Donc là, les fonctions d'entraînement, c'est créer en fait ce qu'on appelle un trainer. Un trainer, ça va être quelque chose qu'on entraîne, on lui met des paramètres. Si ça vous parle un peu, les data scientists, s'il y en a parmi vous, vous allez pouvoir configurer le nombre d'époques, vous allez pouvoir configurer beaucoup de paramètres comme ceux qui sont ici. Et quand vous faites trainer train, pouf, ça va entraîner votre système. Ici, je ne peux pas le lancer, désolé, parce que je n'ai pas le temps. Je le ferai, je vais le réparer pendant que Eléa et Maël vous présentent si vous voulez le revoir à la fin. Une fois que c'est lancé, ça va utiliser la puissance GPU. Et moi, en fait, dans mon cloud OVH Cloud, je vais pouvoir surveiller en fait l'usage de mes ressources parce que j'ai un petit bouton ressources usage ici qui va me permettre, avec des graphiques très simples, de voir la puissance des GPU en cours d'utilisation,
la mémoire, le réseau utilisé. Donc, je vais pouvoir surveiller que mon job se passe bien. Et ce qui est intéressant, parce que souvent on nous dit: «Mais ouais, mais pourquoi je fais ça dans le cloud, quoi? J'ai un GPU à la maison, j'ai une grosse bécane, je m'en sers pour jouer, mais je m'en sers aussi pour le faire chez moi». Bah, c'est pas faux, vous pouvez le faire chez vous. Mais comment vous faites demain quand vous avez besoin de 25 GPU ou quand vous avez besoin de beaucoup de data? Nous, on a des clients, qui sont dans la santé, dans ce genre de choses. En termes de dataset, on parle de plusieurs téras entraînés. En termes de GPE, ils vont en utiliser une quinzaine. Donc là, en fait, on a la flexibilité parce que le nombre de jobs que je vais lancer ici, j'en ai lancé 2 qui tournent. Je pourrais en lancer 25. Donc, c'est-à-dire que le matin, je pourrais dire, bah, je vais lancer 25 jobs et ensuite les arrêter. Donc, je paierai à l'heure ce que j'utilise. Là, si je clique sur stop, ça va l'arrêter et vous allez pouvoir continuer à payer ce que vous consommez. Donc ça, c'est très utile et c'est pour ça que ce soit chez nous ou chez un autre, le cloud apporte cette flexibilité et aussi la gestion, puisque vous n'avez pas, vous installez vous-même tout ce qui est notebook, tout ce qui est entraînement et sécurisation. Donc voilà pour moi, j'espère que je n'ai pas trop dépassé et on va passer maintenant au deuxième use case. Donc c'est Maël qui va présenter la première partie en termes, on va dire, théoriques sur la computer vision. Donc là, un petit exemple de computer vision sur l'île. Maël, tu présentes quand tu veux ton écran. Et puis, Ouais. si tu as le bouton. Et ce sera Elia qui fera la démo directement dans le notebook. Donc la computer vision, je vois ton écran. Tac, je me mets en mode On est présentation. parfait. On est bon? Super. Ok. Impeccable. Hop, alors je bouge juste ma fenêtre pour moi voir un peu plus clair sur mon écran. Hop, c'est bon. Donc, ouais, comme le disait Bastien, nous on va plus vous parler du sujet donc, lié à la computer vision et à YOLO V5. Donc, je vais pas, pour pas spoiler, je vais pas vous dire tout de suite ce qu'est YOLO V5, mais on en parlera plus tard. Et donc ensuite, Eléa, elle vous fera une petite démo de ce sur quoi elle travaille actuellement pour son sujet de stage. Donc, pour commencer, une petite définition donc, issue de Wikipédia. Donc, qu'est-ce que la computer vision? Donc, la vision par ordinateur, c'est un domaine d'études scientifiques à la recherche de techniques et de méthodologies permettant aux ordinateurs d'élever leur niveau de compréhension face aux images et aux vidéos. D'un point de vue ingénierie, on cherche plus donc à comprendre et à automatiser les tâches d'un système visuel humain est capable de réaliser. Donc ça, c'était juste pour mettre un peu de contexte. Il y a plein de cas d'usage qui existent sur la computer vision, mais là, on en a listé quelques-uns. Donc déjà, dans le secteur automobile, bah, vous avez, je pense, tous entendu parler de Tesla et de ses voitures autonomes. Bah, c'est un cas d'usage pour la vision par ordinateur, parce que forcément, il faut que la voiture puisse comprendre et réagir à son environnement pour prendre les décisions à votre place. On a aussi dans le domaine médical, par exemple, la détection de cellules cancéreuses. L'idée, c'est pas de remplacer le médecin, mais c'est de l'aider en fait par exemple, à regarder une radio et à pouvoir détecter les différentes parties de la radio qui posent problème. Et aussi, plus récemment, dans la grande distribution, alors je ne sais pas si vous avez vu ce reportage-là, mais justement, il y a un reportage qui est passé sur France 2 très récemment sur les supermarchés qui ouvrent en Angleterre, qui sont des supermarchés en fait où il n'y a pas de caisse. Quand les clients rentrent dans le supermarché, en fait, la seule chose qu'ils font, c'est qu'ils scannent leur carte de client à l'entrée, ils prennent un panier et en fait, ensuite, une fois qu'ils naviguent dans le magasin, ils sont scrutés par des centaines de caméras au plafond. Et en fait, les caméras au plafond sont capables d'analyser ce qu'ils prennent sur les étagères et ce qu'ils mettent dans leur panier, sachant que ça arrive aussi à repérer ce que les clients reprennent de leur panier pour remettre dans les rayons. Et ensuite, une fois qu'ils quittent le magasin, eh ben, ils payent automatiquement pour ce qu'ils ont dans leur panier. Et tout ça sans passage à aucune caisse. En fait, tout est fait vraiment automatiquement via des caméras et de l'intelligence artificielle, justement, qui arrive à repérer ce que chaque client a pris dans le magasin. Et voilà, bon, on en a cité 3, mais bien sûr, c'est un champ d'études qui est assez nouveau et on peut imaginer qu'il y a plein d'autres cas d'usage qui vont arriver dans le futur. Donc, pour parler d'un point de vue global et classer les différents types de problématiques par complexité, je pense qu'on peut essayer de faire 4 catégories qui sont listées aussi ici dans la computer vision. Donc, de gauche à droite, donc à gauche étant les plus simples et à droite étant les plus complexes. Si on prend le cas le plus simple, qui est la classification, en gros, là, c'est juste, on prend une image, on le met en entrée
d'un modèle donc, qui a été entraîné. Et le modèle doit nous sortir une catégorie pour cette image, parmi un certain nombre de catégories qui ont été définies au préalable. Donc l'idée, c'est que par exemple, si on essaie de déduire deux catégories qui sont chien et chat, eh ben, on lui donne soit une photo de chien, soit une photo de chat, et l'algorithme nous sort si c'est un chat ou un chien, avec son pourcentage de certitude. Ça, c'est le premier cas, c'est le plus simple, on va dire qu'on sait faire ça depuis longtemps. Le second cas, on ajoute un peu de complexité, c'est exactement la même chose, si ce n'est qu'en plus, on a la notion de localisation dans l'image, c'est-à-dire que l'algorithme, il ne doit pas se contenter de dire ce qu'il y a à l'intérieur de l'image, mais en plus, il doit indiquer où se trouve l'objet détecté dans l'image. Donc, en fait, la plupart du temps, il va entourer à l'aide d'un carré ou d'une boîte où se trouve l'objet détecté. Ensuite, on passe sur des problématiques un peu plus complexes qui ajoutent la notion d'objets multiples. Donc, c'est-à-dire que cette fois, on donne une image et l'idée, c'est que l'algorithme détecte tous les objets qu'il est capable de détecter au sein de cette image et d'indiquer également leur localisation. Donc, en fait, on voit, hein, c'est vraiment incrémental. Enfin, chaque problème se ressemble, mais à chaque étape, on ajoute un peu de complexité. Et donc, bah, c'est principalement en fait ce cas d'usage-là qu'on va un peu plus aborder en détail aujourd'hui, donc qui s'appelle l'object detection. On ne parlera pas du dernier cas d'usage qui est un peu plus nouveau et on n'a pas encore trop de recul dessus, qui est l'instance segmentation. Et en fait, celui-là, bah, c'est quasiment la même chose que l'object detection, si ce n'est qu'en plus, l'algorithme doit réussir à détourer sur l'image bah, le contour des différents items qu'il peut repérer. Hop. Donc, avant de rentrer dans le cœur du sujet et de vous expliquer ce qu'est l'algorithme YOLO, je suis obligé de vous parler en fait de comment est-ce qu'on faisait avant pour faire de la détection d'objets. Eh ben, en fait, tout simplement, on prenait une problématique de classification basique. Donc, comme je vous l'ai expliqué, juste on donne une image en entrée et l'algorithme nous sort une catégorie pour cette image. Et en fait, on découpait cette image en plusieurs petites images et l'algorithme nous donnait une prédiction pour chaque sous-ensemble de l'image initiale. Et comme on le voit sur l'image, en fait, là, on essaie de trouver en fait où se trouve le chat sur l'image. Et donc, on voit que on part du haut de l'image, on commence à avancer dans l'image, on ne repère pas de chat, et à un moment, on descend petit à petit dans les pixels, et à un moment, on tombe sur la tête du chat, et là, l'algorithme était capable de nous dire, ah ouais, là, je détecte qu'il y a un chat sur l'image. Donc, grâce à ça, en fait, on était capable de ensuite sortir la localisation de cet objet, puisqu'on savait quelle était la sous-partie de pixels de l'image sur laquelle on avait demandé une prédiction. Donc ça, c'était une technique qui fonctionnait et qui fonctionne toujours très bien. On obtient des très bons résultats avec cette technique-là. Le seul problème, c'est que elle est très lente d'un point de vue temps d'obtention des résultats. Parce que forcément, comme c'est de l'algorithmique, hein, mais comme on est obligé d'itérer sur les différentes parties de l'image, on est obligé de demander une prédiction pour chaque sous-ensemble de l'image, et forcément, ça ajoute du temps le calcul, et les prédictions sont assez lentes. Et du coup, c'était très bien pour des images, on va dire, fixes, mais un des intérêts de l'object detection, notamment comme on l'a vu plus tôt, par exemple pour la voiture autonome ou pour la détection d'objets mis dans des paniers, l'intérêt derrière ça, c'est de pouvoir faire des analyses sur des flux vidéo et donc de pouvoir enchaîner en fait les prédictions sur une liste d'images. Donc c'était un peu l'inconvénient de cette méthode-là. Et en fait, c'est là qu'est arrivé YOLO. Et en fait, voilà, justement, YOLO, à quoi ça correspond l'acronyme? Eh ben, ça correspond à You Only Look Once. Donc, en fait, comment est-ce qu'on peut expliquer YOLO? Eh ben, YOLO, c'est donc un papier de recherche qui est sorti et qui a expliqué comment faire en sorte qu'au lieu d'itérer sur un certain nombre de prédictions pour avoir son résultat, eh ben, l'algorithme se contente de regarder une image dans son ensemble dès le début. Donc, c'est grâce à un réseau de neurones. On peut pas rentrer vraiment dans le détail ici, mais grâce à un réseau de neurones et des couches de convolution, on arrive à regarder une image dans son ensemble. L'algorithme, il arrive ensuite à la découper en plusieurs petites parties. Et pour chaque petite partie, en fait, il est capable d'attribuer un
pourcentage de confiance afin de savoir cette partie de l'image correspond à ce type d'objet. Donc là, dans l'exemple qu'on montre, on voit que l'algorithme, il arrive à attribuer un pourcentage de confiance pour que la partie en bas à gauche, elle corresponde à un chien, alors que derrière le chien, ce soit plus un vélo. Et donc voilà, là, encore une fois, c'est pour ça que ça s'appelle You Only Look Once, c'est qu'on n'a pas besoin de demander des prédictions plusieurs fois, mais en fait, on demande une seule fois une prédiction. Et en sortie, l'algorithme, il nous sort une liste des fameuses boîtes ou des fameux carrés qui permettent de classifier et de détecter les objets dans l'image. Et comme je le disais, en fait, ça a permis notamment de pouvoir vraiment analyser des flux vidéo en temps réel, hein. J'avais lu un papier qui disait qu'avant YOLO, on était seulement capable, même avec une énorme carte graphique, on était capable d'analyser un flux vidéo, c'était du 5 images par seconde. Donc, c'est pas génial quand on sait que l'œil humain, ce qu'on arrive à capter, il me semble, c'est entre 25 et 30 images par seconde. Par contre, là, maintenant, avec YOLO, il y a plus vraiment de problème là-dessus. On arrive à analyser des flux vidéo en direct. Et à ce titre, on vous a mis un petit exemple d'application. Donc, si je ne me trompe pas, c'est sur l'App Store. Donc, je n'ai pas le nom de l'équivalent Android sous la main, mais en gros, c'est le YOLO V5 justement qui a été mis en place, et d'ailleurs il est en open source sur GitHub, l'implémentation de cet algorithme-là qui a été mis en place dans une application. Et en fait, vous pouvez ouvrir l'application et regarder votre environnement autour de vous, et vous allez voir que l'application, elle arrive à détecter les objets qu'elle est capable de détecter autour de vous. Donc si vous avez un iPhone, vous pouvez faire le test. J'avais juste tapé Computer Vision, moi, dans Android, et il y en avait quelques-uns. C'était pas du tout les mêmes, c'était pas forcément YOLO, mais on s'aperçoit quand même qu'il y en a beaucoup qui fonctionnent très bien. Et c'est impressionnant, en fait, de voir sa caméra qui détecte en temps réel des objets. Plus ou moins bien, mais bon, ça, c'est un autre débat. Donc voilà pour ce qui était la partie vraiment théorie pure. Donc je vais laisser la main pour la démo donc à Eléa. Elle va vous présenter là où elle en est actuellement, elle a utilisé donc notre produit AI Training justement pour faire des tests sur cet algorithme de YOLO V5, et elle va vous montrer tout ça. Alors, premièrement, est-ce que vous voyez bien mon écran? Impeccable chez moi. Moi, c'est bon chez moi, ouais. Morgane aussi. Ok. Parfait. Suite à la présentation de Maëlle, du coup, moi, je vais partir sur le notebook que je suis en train de réaliser dans le contexte de mon stage. Donc, tout d'abord, on se retrouve sur la même plateforme, en fait, sur le public cloud que Bastien tout à l'heure. Donc, mon job est ici. Il est déjà lancé, en fait, puisque j'ai fait des tests dessus. Voilà, donc je vais pouvoir y accéder tout de suite et il va se lancer. Donc, effectivement, on est obligé de rentrer quand même notre login et notre mot de passe. Et on accède par la suite. Quand chez moi, l'écran ne bouge pas. Je ne sais pas si je suis le seul. Moi, ça bouge, mais avec du retard, ouais. Je pense qu'il y a peut-être un peu de lag. Un peu de délai, ça y est. Ouais. Bouge pas trop vite ta souris. Je pense que le mieux, c'est peut-être que tu essaies de couper ta vidéo, peut-être. De bouger le moins possible. Mais là c'est bon. Ouais. Là, on est dans le notebook. Donc là, vous êtes bien sur le notebook. Ouais. Très bien. Donc en fait, le but de ce notebook, c'est de faire une sorte, en fait, un petit peu de tutoriel avec différentes étapes, le code correspondant à chaque fois, avec quelques schémas explicatifs aussi et zones de texte. Comme l'a expliqué Maëlle, le but de ce notebook est de montrer un entraînement avec un modèle de YOLO V5. Dans notre cas, le modèle YOLO V5M, à savoir qu'il existe plusieurs tailles, donc S, M, L et X, et en fait de tester un entraînement de ce modèle sur une base de données. Donc la base de données choisie est une base de données en fait factice. On a choisi Coco puisque c'est une base de données assez large avec 80 classes différentes. Donc ça peut aller d'un avion, d'un autre véhicule, en passant par les animaux ou encore les fruits. Donc voilà, c'est vraiment pour montrer un exemple, mais encore une fois, c'est à vous, utilisateurs, de choisir ce que vous avez envie de regarder, que ce soit dans le milieu médical, dans les énergies ou encore dans le domaine de l'industrie. Alors, maintenant que je vous ai présenté, on va pouvoir passer au code. Avant toute chose, il faut savoir que 2 GPU ont été utilisés parce qu'on manipule quand même de grosses bases de données et un modèle conséquent. En ce qui concerne le code, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par installer les dépendances de YOLO V5.
donc qu'on retrouve dans le dossier juste ici. J'espère qu'il n'y aura pas trop de lag pour que vous puissiez voir. Donc avec les codes correspondants et les codes nécessaires. Alors, une fois que ça Moi, c'est fait, on j'en ai un peu. apporte... Je sais pas si tu peux arrêter ta vidéo peut-être pour voir si ça marche mieux. J'ai un peu de lag en fait, ouais. au cas où. Voir si ça passe mieux. Ouais. Est-ce que Voilà. c'est mieux? Ouais, Pour c'est l'instant, vous mieux. n'allez Ouais. peut-être pas Là, trop ça voir. bouge bien. Ouais. OK. Super. Donc là, en fait, on a installé ce qui était nécessaire et maintenant, on va pouvoir donc télécharger notre base de données Coco. À savoir que là, on est sur le cloud, ça prend une quinzaine de minutes. J'ai essayé de le faire en local, donc sur mon poste, et on peut doubler, voire tripler le temps. Alors, donc cette base de données Coco est téléchargée sous forme de 2 dossiers. Donc, tout d'abord, les dossiers d'entraînement, train, avec les images et les labels correspondants. Et il en est de même pour les données dites valides. Une fois qu'on a téléchargé à la fois le modèle et la base de données, on va pouvoir définir quel modèle exactement on veut, à savoir ici donc le YOLO V5M, comme j'ai dit précédemment, et on obtient donc l'architecture en fait de ce modèle. Une fois que l'architecture est obtenue et qu'on a bien spécifié que c'était celle-ci qu'on voulait utiliser, on va pouvoir passer à l'entraînement. Donc, en installant certains packages nécessaires, encore une fois, ça se fait assez facilement avec un pip install ou un conda install. Et on passe au running. Alors, pour l'entraînement, il y aura plusieurs paramètres qui pourront être choisis, comme la taille de l'image ou encore la taille de batch, donc c'est-à-dire le nombre d'exemples en fait, d'entraînement utilisés dans une itération, ou encore le nombre d'époques. Ici, 100 époques ont été choisies un petit peu arbitrairement pour faire vraiment un premier test et voir les résultats qu'on obtient. Et après, pouvoir toujours relancer un nouveau test avec plus d'époques si nécessaire pour augmenter les performances. Je ne peux pas faire le test devant vous puisque c'est un entraînement qui prend beaucoup de temps, à savoir que là, il a dû prendre une vingtaine d'heures avec 2 GPU. En temps normal, il me semble que ouais, ça doit être entre 1 jour et 4 jours pour ce type de modèle à entraîner. On va donc passer maintenant aux résultats, à savoir que tous les résultats vont être stockés donc, dans YOLO V5, Runs, Train. Hop. Alors après, voilà, tous les résultats en fait, vont pouvoir émettre ici les uns à la suite des autres en fonction du nombre d'entraînements que vous allez faire. Et donc, dans ce dossier, on va avoir plusieurs choses. Tout d'abord, le fichier texte nommé Results, où en fait, pour chaque époque, vous allez pouvoir voir vos performances évoluer, notamment les pertes et les précisions. Vous allez avoir également plusieurs courbes, comme celle du score F1 pour les data scientists, ou encore la matrice de confusion. Le but du notebook va donc être maintenant d'afficher en fait les résultats obtenus. On va donc avoir les 5 courbes suivantes, à savoir que les 3 premières colonnes concernent donc la loss, la perte, avec la première ligne destinée aux données d'entraînement et la deuxième ligne destinée aux données dites valides. Alors, pourquoi il y a 3 courbes de perte? Je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails, mais en fait, cela va dépendre tout d'abord de la classification, si elle est bonne ou pas, à savoir si c'est bien une voiture et non un bus, par exemple. Mais également, on va pouvoir regarder si le cadre, également appelé box, est bien situé, comme on peut le voir ici avec l'intersection over union. En fait, ça va nous permettre de dire si l'objet que l'on souhaite regarder est bien encadré ou non. Alors, nous avons également 4 courbes qui témoignent de la précision en fait, de notre modèle. Là encore, en fait, ces courbes vont nous permettre de savoir si notre modèle peut potentiellement être amélioré ou pas en augmentant le nombre d'époques, par exemple. Alors, le but de nos modèles est quand même de savoir si on est capable d'encadrer les bonnes images. On a donc fait des tests grâce aux images générées après l'entraînement. Donc, sur des images de test, on a ici les labels en fait, qui s'affichent. Et on a également fait sur des données dites de train, donc d'entraînement. Alors cette fois-ci, ce ne sont pas les labels, mais ce sont bien en fait les numéros correspondant aux classes et donc correspondant directement au label. Alors ça, c'est les données, les images générées par l'entraînement. Maintenant, on peut essayer aussi sur nos propres images. Pour cela, en fait, dans notre dossier YOLO V5, on a un dossier data, images, et en fait, dans ces images-là sont mises en fait automatiquement l'image de Zidane et du bus. Après, vous pouvez très bien en fait rajouter le nombre d'images que vous souhaitez. On a donc fait un premier test
Alors, si on regarde la première image, on voit bien que les 2 personnes sont correctement encadrées et détectées. Et il en est de même pour la cravate. Le cadre encadrant Zidane pourrait quand même être légèrement plus haut pour vraiment que l'objet soit parfaitement saisi par le modèle. Pareil, si on le fait sur un deuxième test, on remarque que les voitures sont bien détectées, les 3 personnes aussi. Alors, on voit mal la dernière qui est derrière un des chevaux, mais qui est bien présente. Et il y a également une détection d'un feu de signalisation. Voilà, l'image suivante aussi, tout est détecté correctement. On imagine que pour la plante, c'est bien un pot de fleurs qui a été détecté. Sur cette image, il en est de même. Les précisions restent correctes quant à la détermination de l'objet regardé et on détecte même une personne présente à l'intérieur du bateau. Et encore une fois, pour cette image de bus, les prédictions semblent correctes. Donc maintenant, je vais le faire en live avec vous pour voir ce que ça donne. Alors, déjà, on va pouvoir regarder une image qui n'a en fait rien à voir. Donc ici, on a des cellules sanguines avec donc des hématies en rose, des lymphocytes et des phagocytes. Là, techniquement, notre modèle n'est pas capable de le détecter puisqu'il n'a pas été entraîné pour. Donc, on va voir comment il se comporte. Donc, je vais glisser mon image juste à gauche. Hop, elle devrait apparaître, a priori. Voilà, elle est apparue ici et on va tester avec une autre image. Donc pour les Lillois, c'est une place sur l'île. Là, on s'attend, alors il y a beaucoup de personnes et c'est flou dans le fond, mais on peut quand même en détecter au premier plan. On a également un sac à dos sur l'homme qui se trouve à gauche et on a un objet présent sur le devant avec une roue. Donc à voir ce que le modèle décide de détecter sur cette image. Alors encore une fois, je la glisse sur le côté et j'attends qu'elle soit chargée pour pouvoir relancer mon exécution. Voilà, donc on est passé de 5 à 7 images. Donc je vais réexécuter la cellule qui m'intéresse, à savoir celle-ci. Et au lieu de 5 images, on devrait en avoir 7 qui apparaissent. Voilà, donc c'est bien le cas, on a bien cette image. Alors je vais suivre le chemin qu'on me donne, à savoir ici runs detect x2. Hop. Et encore une fois, je réexécute la cellule d'en dessous. Alors, pour les premières images, ça ne change pas puisque ce sont exactement les mêmes que précédemment. Maintenant, si on arrive sur cette image, alors on voit effectivement qu'il n'a pas détecté de cellules, mais une pomme, avec un taux assez faible de 41%. Là encore, notre modèle entraîné de cette façon n'est pas capable de le détecter. Si vous souhaitez travailler avec des données médicales, il faudra charger des données de ce type pour que votre réseau soit capable de détecter et de différencier les cellules sanguines. Nous sommes toujours sur les mêmes images que tout à l'heure. Et si je prends la photo ou l'image sur une place à Lille, donc ça détecte bien des personnes, effectivement, avec des taux de précision relativement corrects pour la plupart. On a également une détection du sac à dos. Cependant, l'objet en fait, présent avec la roue n'est pas détecté. Donc ça montre bien qu'il n'y a pas eu de véhicule ni de vélo de détecter malgré la présence de la roue au premier plan. Donc je vais maintenant conclure quant à la présentation de ce notebook. Donc pour résumer, on a entraîné le modèle YOLO V5M sur 100 époques pendant 20 heures avec 2 GPU. Donc ça s'est fait sur une base de données Coco. Si on regarde les résultats, on peut voir qu'ils sont relativement corrects, mais ils pourraient tout de même être améliorés. Par exemple, en augmentant le nombre d'époques, en changeant le batch size, etc. Cependant, on constate que les prédictions étaient relativement correctes sur chacune des images, sauf celle des cellules sanguines, puisque le réseau de neurones n'était pas capable en fait, de le détecter avec l'entraînement qui a été fait. Comme ouverture, je pourrais dire que là, ça s'est fait sur des données COCO, donc des données un petit peu factices, avec des classes assez larges, mais que ça peut être appliqué à de nombreux domaines, comme la santé, voilà, ou même la détection pour les personnes aveugles, avec la création d'un outil derrière. C'est tout pour la présentation de ce notebook et je repasse la main à Bastien. Merci Eléa. Et tout n'a pas eu de bug, la chance. Je vais repartager mon écran. Hop. De mon côté, j'ai partagé le mauvais, bougez pas. Hop, ça devrait être mieux comme ça. Donc moi, ça fonctionne, j'avais oublié un paramètre. Donc là, je suis en train d'entraîner mon modèle, juste pour vous montrer qu'en live, du coup, on va voir les statistiques. Si je bouge, hop,
le monitoring, on voit bien que le GPU a commencé à travailler à 19h10. Donc, quand j'ai lancé l'entraînement, ça nécessite des ressources. C'est vraiment important. Si vous commencez à faire ça sur des choses qui ne sont pas faites pour, ça ne marchera pas assez vite pour ce que vous voulez en faire. Généralement, c'est pour ça que la puissance est super importante. Et les entraînements sont extrêmement importants. C'est ce qu'a montré Eléa avec le biais, avec la pomme détectée dans les cellules cancéreuses, mais ça peut être bien plus grave. En fait, il y a beaucoup de scandales en fait qui sont apparus en fait avec la computer vision parce que on va dire les datas d'entraînement sont vraiment critiques. Et Twitter, récemment, je crois que quand ils faisaient du recadrage de photos, quand vous êtes sur Twitter, ils ne recadraient pas de la même manière quand il y avait une personne avec la peau blanche, une personne avec la peau noire. Automatiquement, ils recadraient sur la peau blanche et jamais la peau noire. Et ça crée des scandales. Enfin, c'est vrai que c'est des biais, quoi. C'est ce qu'on appelle des biais. C'est hyper important. Un autre biais, ouais, tu abordes ce sujet-là, Bastien, mais c'est les biais qu'on repère dans les données d'entraînement. Au final, c'est que souvent, on s'aperçoit que quand on tape dans Google médecin, on va tomber sur des images d'hommes avec des blouses blanches. Et quand on va taper infirmière, pareil, ça va être une image de femme avec une blouse blanche. Et du coup, dans nos jeux de données, très souvent, l'algorithme il va associer le fait si c'est une femme, ça risque, c'est peut-être plus une infirmière, ce qui est absolument pas le cas en fait. Mais l'algorithme, la seule chose qu'il fait, voilà, comme le disait Bastien, c'est qu'il répète en fait les biais que nous-mêmes on lui a inculqués. Tout à fait. Ça reste de l'intelligence artificielle. Voilà, j'ai une dernière slide pour résumer. Voilà, c'est ça, la slide finale. C'est fun, c'est drôle, le NLP et les computer vision, mais c'est aussi très utile dans beaucoup de cas. On a énormément de startups qui sont chez nous, en fait, et qui utilisent la computer vision ou le NLP dans des super projets. On a Deep Life qui fait de la recherche sur les cancers, on a Hawkin, on a Hugging Face qui fait justement tout ce qui est NLP pour aider les clients. Voilà, on a des challenges qui sont organisés très souvent avec l'AP-HP, par exemple, le plus grand hôpital de France, ou l'Institut Curie, où justement ils font des sortes de hackathons pour découvrir des choses, pour aider sur des projets comme le Covid. Donc voilà, c'est plein de possibilités. Le cloud propose aujourd'hui de le faire de manière beaucoup plus flexible, ce qui pourrait être un problème quand on était sur des architectures un peu classiques, comme juste un serveur dédié chez soi ou dans le cloud. Donc ça, c'est super, cette flexibilité. Et en plus, c'est basé sur la communauté, que ce soit Hugging Face ou Ultralytics, c'est open source. Je peux parler peut-être sous ta contrôle, Maël, mais je pense que si on ne travaillait pas sur des projets open source, même chez OVH Cloud, je pense que tu ne serais pas employé chez nous. Ça ne te plairait pas. Voilà, c'est du mindset. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans la salle aujourd'hui qui sont ici pour ça aussi, c'est-à-dire c'est un mindset de partage. C'est le principe aussi des meet-up, et le monde de l'AI, et particulièrement ce genre de projets, sont vraiment axés dans ce sens-là. Et le troisième point, on en est plutôt fiers parce que ce n'était pas le cas avant. Ça fait 2 ans qu'on travaille sur ces services. Maël en fait partie, il a fait partie de ceux qui créent ces produits, ces architectures. Voilà, maintenant on a de quoi, entre guillemets, rivaliser, si c'est le mot, avec des géants. Et le tout en Europe, sur un cloud européen, qui en plus est certifié, si vous ne le savez pas, sur les données de santé ou ce genre de choses. Donc on est content d'avoir tout ça en magasin et utilisable sur étagère, puisqu'aujourd'hui, si vous vous connectez à l'espace client comme moi aujourd'hui, vous allez pouvoir utiliser ça. Et si vous voulez le faire, en fait, en plus, vous pouvez le demander. Je n'ai pas vos mails parce que c'est organisé par Datalil. Mais si vous le souhaitez, dites-le à Morgane qui est ici, et on vous enverra un voucher pour tester tout ça. Donc 500 €, ça vous donnera de quoi entraîner, par exemple, de la computer vision sur 250 heures, ou faire ce qu'on appelle de l'inférence pendant quasiment 1 an, ou d'injecter en plus 10 Tera de données facilement dans l'object storage. Tout ce qu'on a montré, vous pourrez le tester si vous le souhaitez. Et s'il y a des questions, eh ben, c'est maintenant. Voilà, si je ne dis pas de bêtises, Morgane, on a passé 1 heure là sur la démo, et on a encore un peu de temps si les gens veulent discuter. Ouais, donc merci beaucoup pour les présentations. Merci à vous trois, c'était vraiment très intéressant et très pédagogue pour les personnes qui voulaient découvrir un peu le NLP et la computer vision. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à déverrouiller votre micro, parce que j'ai verrouillé votre micro tout à l'heure, mais déverrouiller pour poser votre question, ou sinon vous pouvez la poser directement dans le chat. Et de rien à tous ceux qui disent merci. Donc ça nous fait plaisir aussi Et pour rebondir sur ce que tu disais, Bastien, sur l'open source, par exemple, tout ce
tout ce que Eléa est en train de faire et ce que les notebooks qu'elle vous a présentés, ça va terminer sur notre GitHub. Donc là, on est encore en train de travailler dessus. Hein. Donc, ce sera peut-être pas dans la semaine ni les jours qui viennent, mais en tout cas, enfin, c'est l'objet de son stage. Donc, bientôt, vous pourrez aller voir sur le GitHub les exemples de chez nous d'OVH pour retrouver les notebooks qu'on vient de vous présenter. Et les slides aussi. Et sachez que s'il y en a dans la salle qui ont des startups, des entreprises, etc., si vous voulez l'utiliser de manière pro, on est en phase, entre guillemets, de décollage sur tout ça. Donc, si vous êtes une société, contactez-nous aussi, puisque c'est notre objectif à la fin, on ne va pas se mentir, hein, c'est que ce produit-là fonctionne. On sponsorise beaucoup d'événements, on partage le savoir, mais on partage aussi ce qu'on appelle des vouchers bien plus conséquents quand vous êtes une société. Donc, si demain, l'un d'entre vous, même l'Institut, je crois que tu es toujours en recherche, Morgane, si tu cherches de la puissance, n'hésite pas à nous le dire. On va travailler avec les écoles du Nord. Pour l'instant, on travaille avec des écoles à Lyon. Donc, tout ce qui est Epitech à Lyon ou l'EM Lyon, on cherche à travailler avec l'IMT de Lille-Douai, auquel j'étais avant. Donc, on verra bien si ça se fait. On cherche vraiment à sponsoriser tout ce qui est ce monde de recherche, d'étudiants, mais aussi bien sûr les sociétés et les startups, puisqu'on a un startup programme qui fonctionne bien là-dessus. Voilà. J'ai une question, j'ai entendu parler de Camembert, c'est le seul français. Alors, c'est une bonne question de Cam59. En fait, qu'est-ce que c'est Camembert? C'est des modèles en fait de NLP. Et effectivement, quand vous allez sur je vais le faire tout de suite en live, comme ça, ce sera plus simple à comprendre. Vous pouvez le faire chez vous aussi, n'hésitez pas. Il n'y a pas de risque. Si vous allez sur le site de Hugging Face, je vais y aller tout de suite. Vous voyez toujours mon écran là, c'est bon? Ouais. Est-ce que c'est bon, vous voyez l'écran ou pas? Oui, on voit ton écran. Ouais. Ok, parfait. Alors, je vais bouger la barre parce que j'ai la barre de zoom qui m'embête. Hop. Là, je suis sur le site de Hugging-Face. Je peux voir tout ce qu'ils font, voilà, tous ceux qui l'utilisent, bien sûr. Et dans la partie modèle, en fait, je peux trier par ce que c'est et par langage. Et donc, si je trie sur le langage français, on peut voir qu'on a 276 modèles français qui sont existants. Donc, il y en a plus que un. Camembert, en fait, c'est ce qu'on appelle du fill mask. Donc, il est ici. C'est un jeu de mots. Hein. En fait, à la base, ça s'appelait Berthe. Et donc, du coup, ils ont créé Camembert. Donc là, si vous le faites, Paris est la de la France. Et vous le testez, c'est la capitale. Voilà. Donc, vous pouvez mettre n'importe quoi, genre ce qui vous vient par la tête. Ce meet-up était. Et là, je mets un point. On va bien voir ce que ça me dit. Hop, vous pouvez le tester. Et je suis super content. Et il a raison, c'était exceptionnel. Donc là, c'est quelque chose que vous pouvez tester. Vous avez les fichiers, les versions, etc., qui sont directement disponibles. Vous avez la capacité de voir comment l'utiliser. Donc là, ils vont vous expliquer ça. Franchement, vous êtes chez vous, vous avez du Python chez vous, un environnement Python. Vous tapez ces 3 lignes de code et vous pouvez l'utiliser tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a créer, en fait, importer, pip install transformers. Une fois que c'est fait, vous importez transformer. Vous créez un token, le modèle, et c'est fini. Voilà, c'est terminé. Vous pouvez l'utiliser avec une pipeline. C'est hyper simple. Il y a souvent quelques exemples ici, voilà, qui vous expliquent, voilà, tu fais ces 3 lignes de code et le camembert est et voilà, il va vous donner des exemples directement. Souvent, c'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape, c'est merde, j'ai fait un truc super bien, mais c'est dans un notebook. Comment je fais pour le mettre en production? C'est peut-être un autre meetup qu'on fera parce qu'on sait le faire. C'est ce qu'on appelle avoir des API et de faire de l'inférence derrière. C'est la phase qui bloque le plus généralement les sociétés. C'est-à-dire comment je fais pour avoir mon truc que j'ai créé dans un notebook pour pouvoir taper dessus. Par exemple, vous avez un site internet, vous voulez un chatbot et vous voulez que le chatbot soit utilisé par 5000 clients toute la journée. Ça ne tient pas dans un notebook, non, ça ne marchera pas comme ça. Ça marche avec une API qui fonctionne derrière. Donc ça, c'est nécessaire et ce sera peut-être l'objet d'un autre meetup. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai pas vu. Hop. Non. J'espère que j'ai répondu à la question avec M59 en tout cas. Du coup, moi, c'était ça, justement, j'avais une question, et c'était par rapport à la mise en production. C'était que, en fait, du coup, dans la présentation, ce que tu disais, c'était que c'était vraiment intéressant, du coup, d'utiliser OVH, Cloud Platform, parce que déjà, il y avait plus de GPU en parallèle. Ça donne plus de puissance, on peut facilement le mettre, on peut facilement mettre des plus grosses données, mais aussi, je pense, un des grands intérêts, c'est de pouvoir passer en production très facilement, j'imagine, non? Tout à fait. C'est ce qu'on fait en fait. Je pense que vous connaissez tous Kubernetes qui permet de prendre des conteneurs et les mettre en production.
On a une première version de mise en production qui fonctionne aujourd'hui, mais qui n'est pas optimale, qu'on veut revoir. Maël, on pourra en parler, ce qui fait partie de ses équipes s'il y a besoin. Mais c'est exactement ce qu'on va proposer. On va proposer au client en fait, de conteneuriser son... En fait, tu crées un modèle, typiquement tu crées un modèle d'analyse de sentiment ou de fill mask comme on vient de voir. Tu le crées dans un conteneur, ça on va essayer de le faire pour vous, on va voir si on y arrive, mais normalement on prend le conteneur du client et on dit tu veux quoi comme machine derrière, tu en veux combien en minimum et au maximum, et ensuite on te donne ce qu'on appelle un endpoint API sur cette infrastructure. Et c'est un point d'accès unique, un point d'accès API qui va pouvoir te permettre de coder avec, et derrière nous on va gérer toute l'infrastructure, on va s'occuper de faire tourner ton conteneur, donc ton code, et on va le maintenir dans plus ou moins de puissance, c'est-à-dire qu'on va rajouter des nœuds, supprimer des nœuds en fonction du nombre d'appels que ça. Parce que par exemple, à 3 heures du matin, un chatbot ne va pas fonctionner de la même manière qu'à 9 heures pendant le Black Friday. Donc c'est très intéressant d'avoir ces fonctions de scalabilité hautes et basses. Et effectivement, nous on fait de l'AI en interne chez OVH énormément et cette phase était vraiment très compliquée. On a commencé en fait à faire ces produits d'abord pour nous. On fait de l'AI pour l'analyse de la fraude, pour les forecasts de consommation électrique, parce que 350 000 serveurs physiques, ça bourrine. Tout ce qui est aussi analyse de nos clients, bien sûr, dans le respect de la GDPR, mais typiquement qui churn anonymement, qui s'en va, qui reste, les patterns d'achat, ce genre de choses, on s'en sert. Et beaucoup de projets avaient lieu chez nous, parce qu'on a quoi? On a 12 data scientists chez nous, quelque chose comme ça, je sais plus. Un peu moins, ouais, Un peu moins. 10, ouais, 9 ou 10, ouais. Et eux, effectivement, demandaient aux architectes, mais permettez-moi d'avoir des environnements pour le faire, pour tester, pour faire de la R&D et ensuite pour mettre en production. Ça, c'est quelque chose qui est super important. On est en train de terminer la partie notebook et de la fignoler, et après, on va revoir la partie, ce qu'on appelle inférence, mise en production plus proprement. J'ai eu 2 questions de Benjamin Marley dans le chat, à moins que Maël, tu veux rajouter quelque chose sur la partie mise en production. Non, c'était... Non, okay. Je pense que tu as tout dit. Comment se situe en termes de pricing par rapport à la concurrence, genre Microsoft, Google, Amazon? Sur les tarifs, en fait, je suis utilisateur de la concurrence parce que je suis product manager. Mon objectif, c'est de comprendre les besoins et tout ça, donc je peux en parler. Chez Amazon, leur produit phare, c'est SageMaker. Chez Google, c'est AI Platform. Et à chaque fois, en fait, tu vas devoir payer pour la puissance que tu mets en place, donc des CPU ou des GPU. On est grosso modo 2 fois moins cher sur la puissance brute. Donc le prix du GPU chez nous est à 1,75 € sur des NVIDIA V100S. Tu es à peu près, à peu de choses près, à 2,50 € ou 3 € chez la concurrence. Là où ça devient un peu plus complexe, c'est que chez eux, pour comprendre combien tu vas payer à la fin, honnêtement, c'est assez freestyle. Il faut analyser les coûts de monitoring, les coûts des fois de batch en fait, d'entraînement, les coûts de debug. Voilà, ils font des super produits. Honnêtement, sans eux, je pense qu'il y a beaucoup de startups, même de sociétés qui ne pourraient pas fonctionner puisqu'ils font des très bons produits. Mais c'est toujours très complexe de comprendre où se trouvent les boutons, comment démarrer et aussi comprendre combien on va payer à la fin. Donc, on est moins cher, mais on est surtout, à mon avis, plus compréhensible. Voilà. Et est-ce qu'on a des possibilités de partenariat avec les universités? Tout à fait. Que ce soit une université, peu importe, nous on sponsorise tant qu'on peut, tant qu'on a la capacité de le faire. On a énormément investi pour acheter assez de GPU pour faire rougir tous les crypto-miners. Donc on a de quoi tenir le stock aujourd'hui. Tant qu'on a la capacité de le faire, on le fera. Donc ne pas hésiter à me contacter sur Twitter, donc Sébastien OVH, ou directement demander à Morgane de transmettre mes coordonnées. Avec plaisir pour sponsoriser. Est-ce qu'on a d'autres curieux? Donc on voit qu'on a encore 30 participants. N'hésitez pas à couper votre micro et à poser vos questions en live. On est là pour ça. Imaginez qu'on est autour d'un bar et qu'on est en train de boire un bière en terrasse. Voilà. Faut imaginer, hein, c'est sûr. Mais ce sera l'idée qu'on réalisera la prochaine fois. Non, tout le monde est... Ah, j'entends un micro. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Tristan. Voilà, j'ai une petite question sur la plateforme intelligence artificielle d'OVH. Si je suis une entreprise qui a, on va dire, un SAV à faire tourner un service après-vente avec un chatbot et des arbres de décision à héberger, ça, grosso modo, c'est quel budget? Alors, il y a deux choses. Est-ce que ce sont tes équipes qui vont le faire ou pas? Voilà, c'est la première question.
En C'est-à-dire que vous imaginant, pouvez aussi interner la compétence pas de forcément monter nous, le mais modèle, etc. Ouais. on cherche pas à faire des produits clés en main faits par OVH. Ce qu'on cherche à faire, c'est à bâtir une sorte d'écosystème avec des sociétés qui le font. Donc, c'est en train de se passer. Donc là, ce qu'on a présenté aujourd'hui, il faut quand même des compétences en AI. Effectivement, il y a des chatbots tout prêts, mais il faut savoir un peu développer. Si tu veux le mettre en production, en termes de budget, en fait, un chatbot, ça a besoin d'être rapide, sinon ça va pas aller. Donc, à mon avis, il va falloir au moins un GPU si on veut parler correctement. Ça va te faire à peu près 1 200 € par mois. D'accord. Ensuite, par contre, il y a plein de sociétés en fait qui fabriquent des chatbots sur étagère et qu'on va essayer d'intégrer à notre portfolio. C'est-à-dire qu'on ne veut pas créer le chatbot nous-mêmes, on ne veut pas créer les trucs nous-mêmes parce que déjà on n'a pas le temps de le faire. On veut créer une sorte de marketplace d'AI où on sera dans l'espace client pour le faire. On a envie de le faire sur de l'OCR, de la reconnaissance de texte, le chatbot, la computer vision, le NLP avec l'intégration du GainFace. On cliquera sur le bouton et le chatbot est là. En fait, il n'y a pas besoin de savoir coder, des produits clés en main. Ce n'est pas encore le cas, mais on a beaucoup de startups qu'on connaît qui le font, et eux, en fait, ont des produits sur étagère qui tournent chez nous, déjà sur notre infrastructure. Et eux font des prix un petit peu plus customisés parce qu'ils vont dire, par exemple, le GPU, je vais le mutualiser avec 5 chatbots de clients parce que, en fait, je m'aperçois que ça tient, parce que certains impliquent à telle heure et pas à d'autres. Donc, je ne saurais pas t'annoncer un prix pour des chatbots qui sont sur le marché. On peut essayer de trouver ça, mais généralement, à mon avis, on peut descendre en dessous. Le plus compliqué, ça va être la phase d'apprentissage encore une fois. Si on a un SAV, etc., ils vont dire bah, ok, c'est cool, mais où sont les datas? Je dois les entraîner, je dois faire des workshops avec vous, ce genre de choses, c'est pas si évident. Voilà. Ouais. Donc, si on veut quelque chose de qualité, il n'y a pas de magie. Il va falloir commencer à le faire. Il y a une startup que j'aime beaucoup qui est chez nous, s'appelle Letria, L-E-T-R-I-A, qui fait justement du NLP sur le langage français. Typiquement, c'est toutes les banques qui veulent prendre leurs documents papier, PDF, et les stocker en les analysant. Et pour ça, en fait, pour analyser le texte et trouver les correspondances, etc., tout ce qui est classification, ils n'ont pas eu d'autre méthode que d'engager une 50aine de personnes qui sont traducteurs. Voilà, et ils l'ont fait à la main. Et grâce à ça, ils sont hyper pertinents, ils sont meilleurs que Google sur les sujets du français, sur la langue française, et ça se paye, quoi, cette Ça, chose. je comprends tout à fait. Voilà, donc il y a un niveau de qualité qui va devoir être à trouver en fonction de ce que vous voulez, après trouver si la solution est mieux à faire vous-même ou faire chez quelqu'un d'autre. Ok, merci beaucoup. Pas de problème. Une autre question de Jean Potvin. Pour une appli médicale, la durée d'accumulation de données personnalisables peut-elle durer un certain temps, plusieurs semaines par exemple? Tout à fait. Alors en fait, pour une application médicale ou n'importe laquelle, en fait, je ne l'ai pas montré parce qu'on n'a pas eu le temps, mais vous stockez en fait dans quelque chose qui est totalement décorrélé de la puissance et des notebooks. Ça s'appelle de l'object storage. Le plus connu, c'est Amazon S3, mais il y a d'autres solutions, mais nous, on utilise celle-là. Donc, vous allez vous allez stocker vos données à un endroit donné, qui sont l'object storage. Et cet endroit, c'est illimité. C'est-à-dire qu'on a l'Agence spatiale européenne qui tourne chez OVH Cloud. Eux, ils ont de souvenirs 25 pétas, donc 25 000 téraoctets. Donc ils stockent en fait, ils cartographient de manière satellitaire le monde entier et l'espace. Et donc, ces données sont stockées de manière illimitée. C'est vous qui choisissez si vous voulez les garder une journée, une heure ou une durée de toute votre vie. Et ces données, ensuite, une fois qu'elles sont stockées dans l'object storage, quand on démarre des entraînements, quand on démarre des tâches avec des notebooks, ce genre de choses, on dit tiens, je veux aller piocher dans les données qui sont là-bas. Donc, il y a un petit bouton plus, on ajoute le dossier qu'on souhaite analyser et derrière, vous pouvez travailler avec. Donc, pour tout ce qui est données médicales ou ce genre de choses, on est certifié HDS et vous avez la capacité de choisir vos temps de rétention. J'espère que j'ai répondu. Et Tristan, je crois qu'il y avait une question. En tout cas, je vois. Non. Je vois Tristan qui a pris la parole. Non. Bon. L'enrichissement des données peut-il évoluer? Alors, je n'ai pas bien compris la question. Est-ce que derrière, vous pouvez réentraîner votre modèle si on crée des nouvelles données? C'est le but, c'est ce qu'on appelle du fine-tuning. C'est vraiment l'objectif en fait de tous ces modèles, de toute cette manière de faire. C'est que même pour la voix, pour n'importe quoi, on n'entraîne pas un modèle, on le laisse dans un tiroir toute notre vie. Nous, on a tous ceux qui font de la recherche médicale, par exemple, ils ont une vingtaine de modèles de détection de maladies, de cellules cancéreuses, etc., qui ne sont pas tous les mêmes. Et chaque semaine, ils relancent une vingtaine de GPU pour réentraîner avec les nouvelles radios qu'ils ont eues. Ils réentraînent, ils améliorent leur modèle, et la semaine d'après, ils recommencent, etc. Et Maël, je pense que tu veux rajouter quelque chose.
Non, bah, c'était ce que tu disais. De toute façon, l'object storage, vous pouvez toujours rajouter de la donnée par-dessus. Donc après, ça dépend des algorithmes que vous développez derrière sur vos notebooks. Mais si vos données elles s'incrémentent au fur et à mesure, votre algorithme, il a juste comment vous avez juste à le relancer avec en paramètre le nom des nouvelles données qu'il y a à prendre en compte, et puis il se réentraînera de lui-même. Par contre, forcément, si votre quantité de données elle ne fait que grossir, potentiellement votre temps d'entraînement ce sera pareil. Donc il faudra peut-être réfléchir à une stratégie pour pourquoi pas ne sélectionner qu'une fenêtre de données, une fenêtre glissante, ou ça dépend de la stratégie d'entraînement. En tout cas, ça se fait, c'est ce qu'on fait aussi chez nous. Tout ce qui est forecast, consommation électrique, tout ce qui est fraude, etc. On enrichit. Le délai de réponse peut-il être proche du real time? C'est une bonne question. En fait, c'est vous qui maîtrisez votre modèle. C'est vous qui maîtrisez la puissance que vous mettez derrière. Je ne peux pas choisir à votre place si je veux un GPU ou deux GPU, etc. Donc, c'est une réponse de Normand, même si je suis basé à Lille, et Maël en Bretagne. La réponse va être oui, mais ça dépend, parce que ça dépend de votre modèle. Si vous prenez un modèle extrêmement simple, typiquement, quand j'ai commencé à faire du ML, moi j'étais sur des forecasts. En fait, je mettais des données en entrée et je tapais un chiffre et ça, je disais, par exemple, tiens, si je dépense 50 € de budget marketing, combien je vais gagner derrière? J'étais en temps réel. Parce que en fait, le modèle était ultra simple et les réponses, du coup, ne nécessitaient pas beaucoup de calculs ou ce genre de choses. Par contre, si vous voulez faire du real-time sur certains modèles, ça va être plus compliqué. Donc, je ne sais pas si Mal, tu veux compléter, mais. Ouais, je voulais compléter, c'est exactement l'exemple que je vous ai montré avec YOLO V5 et ce qui existait avant YOLO V5, c'est qu'en fait, avant YOLO V5, on était obligé de faire plusieurs prédictions pour une image et on se rendrait compte que du coup, les modèles étaient très performants d'un point de vue, ils prédisaient la bonne chose, les bonnes catégories. Par contre, ils mettaient du temps à faire leurs prédictions et du coup, en fonction de votre cas d'usage, c'était peut-être pas forcément optimisé. Donc, oui, c'est juste pour, je confirme en fait ce que dit Bastien. Tout dépend en fait vraiment de l'algorithme que vous avez choisi et de ce que vous avez à mettre en place. On a des envies de real-time chez nous, c'est sur l'analyse des emails entrants, en fait, quand on veut analyser si c'est des spams ou pas. Et là-dessus, du coup, on y arrive. Mais c'est des ressources qui sont nécessaires derrière, quoi. La plupart du temps, dans l'intelligence artificielle, ce qui est surtout long, en fait, c'est l'entraînement du modèle. Mais une fois qu'on a entraîné le modèle, en fait, le modèle en sortie, c'est ni plus ni moins qu'une fonction mathématique, en fait. Donc, il suffit juste de rentrer les inputs que vous voulez. La fonction vous sort les outputs. Et après, reste à savoir si cette fonction mathématique, justement, elle est capable de donner ce résultat-là en temps réel. Mais ça encore, voilà, ça va dépendre de ce qu'il y a à l'intérieur de votre modèle. Pour le NLP de Bastien, par exemple, je pense que la réponse c'est quasiment oui, parce que déjà les inputs de NLP ils sont nettement moins complexes qu'un input de type image, parce qu'il y a beaucoup moins de données. Donc souvent les modèles ils vont être moins complexes. Par contre, quand c'est de l'image, en fonction de la complexité du modèle que vous avez développé, le temps de réponse de votre fonction il peut peut-être être amené à augmenter. Tout à fait. Moi, c'était long parce que j'étais dans mon notebook. Voilà, c'était pas du tout optimisé, hein. C'était pas l'idée, hein, mais c'est vraiment ce qu'on souhaite faire. Voilà, souvent du temps réel. Sur le site d'ailleurs du fabricant, de la société mère de YOLO V5, il y a une partie test. Vous pouvez le tester vous-même en mettant des images. Et c'est assez. Enfin, vous pouvez mettre l'image que vous le souhaitez. Et vous allez voir que c'est super rapide, quoi. Donc, si vous voulez tester sur leur site, sur le site d'Ultralytics, ça marche super bien. Hop, je vais vous envoyer le lien en commentaire, comme ça vous pourrez le tester. Ici, vous uploadez une image, vous choisissez le modèle que vous voulez entre YOLO. Il y a plusieurs tailles, donc Eléa en parlait tout à l'heure. Il y a des petits modèles, des gros modèles. Je ne sais plus la taille qu'ils font quand c'est des gros modèles, mais c'est quelque chose de super conséquent. Plusieurs téras de souvenirs. Et derrière, vous pouvez télécharger, essayer avec une photo, vous allez voir que ça ne prend pas beaucoup de temps. Voilà. Et sur la vidéo, pareil, sur votre caméra, vous allez voir que c'est du temps réel. Est-ce qu'il y a encore des questions? N'hésitez pas. Sinon, on va partir.
Non, moi j'en ai une pour vous. Déjà, j'espère que c'était bien. Si vous avez un point d'axe d'amélioration ou un autre sujet que vous voulez voir avec OVH Cloud, vu que Morgan cherche des speakers, etc., que ce soit un autre sujet d'OVH Cloud ou un autre sujet d'AI, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires maintenant ou plus tard. Voilà, j'espère qu'on viendra sur DataLil, mais on fait également du big data. Si vous ne savez pas, on a des clusters Hadoop, on a du data processing avec Apache Spark. Voilà, on commence à être bien. On a du Kafka qui arrive, du MongoDB qui arrive. On est super bien outillés. Donc, si vous cherchez des idées de meet-up, vous savez des choses que vous voudriez voir ou des feedbacks, n'hésitez pas à les partager aussi. Moi, je pense un truc qui peut être intéressant, c'est vraiment de partir d'un début, d'un notebook et d'arriver à une mise en production. Ça peut être vraiment quelque chose qui De A à est. Z, ouais. Ouais, ça peut être vraiment intéressant parce que c'est souvent en entreprise, souvent il y a des POC. On fait des notebooks, on arrive, on a des résultats, on fait des présentations. Mais du POC à la mise en production, il y a très peu de. Finalement, il y a très peu de projets qui arrivent finalement en mise en production. C'est un peu le On truc peut imaginer ça. qui aujourd'hui, ouais. En entreprise, souvent, en tout cas, de ce que j'entends, c'est qu'il y a beaucoup de projets, mais finalement, il y a très peu de mise en production derrière. Donc, Ouais, et souvent, le problème derrière ça, c'est que l'entraînement d'un modèle, ça fait appel à un certain type de compétences qui sont des compétences plus de data scientist, alors que la mise en prod, ça va plus être des compétences de DevOps. Et ouais, en fait, en fonction de l'organisation de l'entreprise, derrière, bah, les deux métiers communiquent pas forcément, ou alors pas forcément bien de la manière dont il faudrait. Et oui, c'est vrai que c'est un souci pour pas mal d'entreprises, ce sujet. Donc, ouais, c'est vrai qu'il faudrait qu'on présente quelque chose là-dessus. On l'a fait, on pourrait le réutiliser. Je pense que vous le savez, mais il y a des problématiques de cloud souverain, etc., en Europe et également en France. Donc, on est en relation avec les ministères, avec le gouvernement. Donc, on leur a présenté ce que vous avez vu. Ce n'était pas les mêmes sujets, mais on a présenté en 15 minutes, je ne sais plus si c'était devant l'Assemblée ou je ne sais plus quoi. On avait fait un exemple justement de mise en production d'un modèle de détection de faciale. Voilà. Donc c'était intéressant. On a créé l'API à la fin. Ensuite, on mettait les images dans l'API pour leur montrer. On l'avait entraîné avec les hommes politiques français, avec l'autorisation. Mais c'était intéressant de voir que justement, on savait faire de A à Z, de l'idée jusqu'à la production, et on l'avait fait en 15 minutes. Donc ce genre de choses, on pourrait les réimaginer. Ouais. Et je vois qu'apparemment, il y a Benjamin qui dit ça. Donc, intéressé aussi de voir la mise en production et quelles solutions peuvent être utilisées. Alors, tout peut être utilisé. Effectivement, c'est compatible avec n'importe quoi puisqu'on est compatible avec une API REST. Donc, tout ce qui est faisable, ce que vous venez de voir, c'est branché sur des API et une ligne de commande, ce que vous voulez. On est compatible avec Airflow. Et je le disais en introduction à Morgan, moi, personnellement, je suis plutôt fan du concurrent qui s'appelle Prefect. Mais les deux fonctionnent. Voilà, donc on n'a pas pareil. Par contre, ce que vous faites comme DataIQ, qui est la mise en prod d'un notebook, le notebook, il peut rester ad vitam aeternam. Donc, si vous voulez rester avec un notebook qui tourne H24, on peut. Nous, on n'appelle pas ça une mise en prod parce que c'est pas, on va dire, fault resilient s'il pète ou ce genre de choses. Si c'est un problème d'exécution, c'est pas fait pour ça. On préfère le containeriser plus proprement avec une API derrière, mais on a en fait tout ce qu'il faut pour quand même pour mettre en mise en production. Donc, on pourra le présenter. ok, top. Bah, je pense qu'il n'y a plus vraiment de questions. Bah, merci. En tout cas, merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant et je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont appris beaucoup de choses sur du deep learning, sur le NLP, sur le computer vision et que finalement, en fait, il n'y a pas besoin d'avoir il y a des librairies très haut niveau aujourd'hui. Il n'y a pas besoin d'être un pro pour commencer à s'amuser, à Tout faire à des fait. choses. Et ça, c'est vraiment l'idée qui est intéressante à savoir, c'est qu'on n'a pas besoin de faire je ne sais pas combien de MOOC pour commencer à s'amuser et à faire des choses. Je pense qu'il faut directement, on apprend plus de choses finalement des fois à mettre les mains dans la pâte et faire des choses, quoi. Ça, il faut commencer un notebook, mais après, c'est super. Voilà. Donc, c'est simplifié par des communautés. C'est l'esprit qu'on essaie de garder, c'est de travailler avec ces communautés pour vous apporter leur même esprit, quoi. Voilà. Merci à tous, en tout cas, d'être venus.